Mon voyage en Thaïlande, du rêve au cauchemar, je vais tout te raconter dans cette vidéo car effectivement c'est un voyage qui n'a pas forcément tourné comme prévu, où j'ai eu pas mal en fait de mésaventures, de choses assez négatives, et donc je vais tout te raconter aujourd'hui dans cette vidéo. Faut savoir que je suis parti en Thaïlande, c'était quand même il y a un moment, c'était il y a 2 ans presque, puisque c'était fin 2019, donc j'étais parti octobre, novembre, décembre, début décembre 2019 pendant donc 2 mois. Et tu vas sûrement te dire, ok, c'était il y a 2 ans, pourquoi tu as attendu 2 ans pour faire une vidéo bilan où tu racontes? Je pense pas que ça a dû te prendre 2 ans pour réussir à faire une synthèse de tout ça, hein. Ça aurait pu se faire en quelques semaines facilement. La raison, elle est assez intime, mais elle est assez simple, et puisque c'est une vidéo anecdote, voilà, assez intime, je vais te le raconter, voilà, je m'en fous. En gros, j'étais parti donc à l'époque, il y a 2 ans, pendant 2 mois, avec ma copine de l'époque, en Thaïlande, et il se trouve par le malheur, le hasard des choses, qu'on s'est séparés juste après qu'on soit rentré en France, donc peut-être 2 semaines après qu'on soit rentré de Thaïlande. Donc forcément, avec la rupture où c'était assez difficile tout ça, j'avais pas forcément envie de me replonger à fond dans ces souvenirs, puisque évidemment ils étaient donc associés à mon ex-copine avec qui j'ai passé presque tout mon temps là-bas. Donc voilà, j'avais pas forcément envie de me replonger à fond là-dedans pour en faire une vidéo. Tu comprendras quand t'es en mode voilà, un peu passé à autre chose, t'as pas envie de repenser à fond à la personne. Et donc c'est pour ça qu'à ce moment-là, alors que je pense qu'en temps normal je l'aurais fait une vidéo un peu bilan, j'avais décidé de ne pas en faire, en tout cas pour l'instant. Et maintenant, évidemment, ça fait 2 ans, hein, de l'eau a coulé sous les ponts. Et je me suis dit, il y a quelques mois, en y repensant, c'est vrai qu'au final, j'ai même, du coup, jamais fait une vidéo sur ce périple en Thaïlande. J'ai jamais raconté ces petites anecdotes. Donc c'est dommage. Et c'est pour ça que je rattrape le temps perdu, entre guillemets, à travers cette vidéo, même si j'avais quand même raconté quelques trucs à l'époque, hein, je te mettrai mon écran à l'écran. Donc là, voilà, je suis allé descendre dans les vieilles vidéos de ma chaîne, donc 2019, là c'était début 2019, j'avais arrêté mes études. C'est marrant, j'avais fait une vidéo le jour même où j'avais décidé d'arrêter mes études, c'était vraiment émotionnel, j'en avais fait une vidéo il y a 2 ans. On va remonter un peu donc à la fin de l'année 2019, où j'avais fait une vidéo d'ailleurs un peu en mode putaclic, où je disais voilà, je quitte la France, alors qu'au final bon, je partais juste 2 mois, hein, c'était pas non plus une expatriation. Et dans certaines vidéos on pouvait voir un peu les paysages. Tu peux voir celle-ci, on m'avait dit oh mais qu'est-ce qu'il y a, il y a un fond vert derrière toi, c'est bon, assume de mettre ton mur de merde en France derrière toi. Alors que non, ce paysage magnifique bleu-vert là d'île paradisiaque, c'était vraiment la vue que j'avais dans le bungalow, c'était vraiment ce qu'on voyait derrière moi, il n'y avait pas d'histoire de fond vert. Ou sur celle-ci où je montrais un petit peu j'avais fait une sorte de format vlog où je montrais tous les petits paysages des alentours de là où je vivais. Enfin bref, je vais pas vraiment te raconter ça en détail aujourd'hui parce que je pourrais te parler dans cette vidéo en mode voilà, donc la Thaïlande c'est super beau, l'eau est turquoise. Il y a des palmiers, il y a des plantes, il y a de ces animaux, le ciel est beau, il y a des paysages de fou, la bouffe est délicieuse, etc. Et tout te raconter, tout ce que j'ai mangé et tout. Mais ça, je pense, c'est pas le plus intéressant. Tu regardes n'importe quel vlog ou vidéo qui parle de la Thaïlande, on va te parler des pad thai, du fried rice, de ci, de ça, des paysages, des trucs touristiques. Bon, je pourrais te le raconter, mais c'est pas le plus intéressant, donc je vais pas en parler en détail aujourd'hui. Si tu veux voir un peu les paysages qu'il y avait, bah, tu peux regarder des vlogs sur la Thaïlande ou mes vidéos de l'époque, hein, comme j'ai switché un peu dessus là. C'est pas vraiment le plus intéressant. Je pense surtout que j'avais pas spécialement filmé des trucs. Je te montrerai peut-être à la fin de la vidéo 2-3 trucs que j'ai pris en photo ou quoi, mais c'est pas l'essentiel. On va parler de sujets, je pense, plus intéressants. Et assez de blabla, on va commencer tout de suite avec le premier sujet qui est au niveau de l'argent. Parce que tout simplement, le coût de la vie en Thaïlande est extrêmement bas. Forcément, les salaires en Thaïlande sont plus bas qu'en France. Le SMIC qui s'élève environ à 250 € par mois. Donc c'est genre 5 fois moins qu'en France. Donc c'est super peu cher de vivre là-bas, vraiment extrêmement peu cher. Pour te le dire, moi qui est passé 2 mois mais sur une île assez touristique, hein, c'était l'île de Koh Phangan. Alors je te montre sur Google Maps, hein, hop, tout le trajet en avion que j'ai fait là, hop, jusqu'à la Thaïlande, c'était quand même assez long, je crois, il y a genre 10 000 km. Donc l'île de Koh Phangan qui est là dans le golfe de Thaïlande, une petite île. C'est assez touristique, c'est très touristique, il y a des Russes, il y a des Européens, etc., il y a des Américains. Donc évidemment, le coût de la vie est plus cher que dans la Thaïlande profonde. Mais malgré ça, malgré que le coût soit assez élevé dans cette petite île, je vivais avec 500 € par mois.
pour dire que, et en plus avec un lifestyle de ouf, hein, resto tous les midis, voire tous les soirs, je me faisais des bons petits cafés, je m'étais inscrit à la salle de sport, je fais des petites activités par-ci par-là, le petit scooter, le bungalow magnifique avec la vue en face de la mer, le coucher de soleil et tout. Donc bon lifestyle, tu vois, 500 balles par mois. Donc si tu t'en fous de ton lifestyle, que tu vis de manière très sobre et non pas dans un endroit super paradisiaque mais au fin fond de la Thaïlande, crois-moi que tu peux très bien vivre, enfin très bien vivre, tu peux très bien survivre avec 200 balles par mois. Et si t'es vraiment un mec hardcore, 150 balles par mois, je pense que c'est faisable. Si tu t'en balèques, c'est vraiment possible. Et moi, ça m'intéressait beaucoup à l'époque, puisque pour retranscrire un petit peu, pour ceux qui ne connaissent pas super bien un petit peu mon parcours, actuellement, c'est vrai que je suis très bien au niveau financier, mais il y a 2 ans, c'était tout l'inverse. Je gagnais peanuts, 0 € par mois, je vivais juste sur mes quelques milliers d'euros d'économie. Donc je portais beaucoup d'intérêt aux pays dans lesquels le coût était très bas, puisque je me disais, si jamais je dois tenir plus longtemps sur mes économies, je peux partir dans ce genre de pays, et là-bas, si tu dépenses 300 balles par mois, ça veut dire qu'en un an, tu dépenses genre 3600 €. Donc ne serait-ce qu'avec 10 000 €, tu peux limite vivre 3 ans. Enfin, c'est assez intéressant quand tu vas avoir beaucoup de temps et dépenser peu d'argent. Donc je m'étais intéressé à ça, même si finalement j'ai jamais jamais eu à le faire. Mais voilà, c'est quelque chose, je trouve, d'intéressant de voir que dans certains pays, le coût est tellement plus bas. Tu peux faire, entre guillemets, fortune en France, économiser beaucoup, mettre de côté 20 000, 30 000, 50 000, 100 000 € et plus. Et après partir au Portugal où c'est presque 2 fois moins cher, en Thaïlande ou dans plein d'autres endroits où le coût de la vie est bien plus bas, et prendre une retraite ou prendre des grosses vacances, ou tu vois ce que je veux dire quoi. C'est quelque chose à considérer, que la plupart des gens je pense pensent pas assez, que l'argent n'a pas la même valeur. On peut faire plus de choses avec l'argent dans certains pays, tout ça. Enfin bref. Deuxième point maintenant, c'est un petit peu au niveau du paysage paradisiaque, comment c'est passé du rêve au cauchemar entre guillemets avec l'adaptation hédonique. Pour te raconter l'anecdote, je te l'ai dit, j'avais un bungalow qui était en face de la mer avec une vue sublime, une vue avec voilà, la mer, des îles, le coucher de soleil qui était pile en face du bungalow, des palmiers, la petite balançoire, vraiment la vue carte postale. Et forcément au début quand je suis arrivé dans le bungalow, que ça faisait juste quelques jours que j'étais là, quelques semaines, je me réveillais le matin, j'admirais la vue, j'étais là, j'ouvrais les rideaux, je faisais waouh, mais quel truc de fou, je suis au bout du monde, mais c'est trop bien, j'étais trop heureux, j'allais me baigner dans l'eau, j'étais comme un dingue, je contemplais en fait le paysage, hein, comme je pense beaucoup de gens l'auraient fait. Mais plus le temps passait, plus je m'habituais à ce cadre, plus ça devenait normal. Puisque ce qu'on trouve beau, c'est beau en comparaison au reste, mais quand ce truc beau tu le vois tous les jours, ça devient basique, et du coup, plus le temps passait, moins je trouvais ça ouf comme paysage. Et pour te dire, il y avait 2 chemins possibles pour aller de mon bungalow au parking de la résidence pour aller prendre le scooter et partir faire des sorties. Il y avait un chemin plus rapide où je passais derrière le bungalow, ça me mettait 1 minute 30 à pied, voire 1 minute tout court, et j'étais à mon scooter. Ou sinon je passais devant la plage, où là je pouvais admirer la vue, mais ça prenait genre 2 minutes, 2 minutes 30, c'était un tout petit peu plus long, mais à 30 secondes, 1 minute près, tu vois, c'était pas... Et au début, pendant le premier mois, tous les jours je passais devant la plage pour admirer ce paysage de fou, évidemment. Sauf qu'au bout de environ 1 mois, je m'étais tellement habitué de la vue, j'étais tellement, ouais, voilà, habitué, je sais plus ce que c'est le mot, mais... que en fait je prenais le chemin derrière le bungalow, le chemin le plus rapide qui prenait que 1 minute, quitte à ne pas voir la vue, je m'en foutais, c'était devenu l'habitude, et au moins ça me faisait gagner 30 secondes pour aller faire ma vie, prendre le scooter, aller faire les courses, aller à la salle de sport ou aller au resto. Donc voilà, c'est une anecdote qui reflète bien l'adaptation hédonique, le fait que quand tu as quelque chose de beau, que ce soit de la décoration chez toi, un paysage que tu peux voir de chez toi, que tu sors avec une personne que tu trouves belle, que tu aies une belle voiture, que tu aies je sais pas quoi, un truc qui est beau de manière générale, au début tu vas trouver ça génial, tu vas le trouver super beau, tu vas être admiratif, mais plus le temps va passer, plus tu vas t'y habituer, plus tu vas trouver ça parfaitement basique et normal puisque tu le vois tous les jours de ta vie, et moins tu vas contempler sa beauté. Par exemple, c'est normal, hein, tu conduis une Ferrari, le premier jour tu te dis oh mais c'est quoi cette voiture de fou, l'accélération, la puissance, trop bien. Quand ça fait 462 fois que tu la conduis tous les matins, t'es là, tu fais ouais bah quoi, hop la voiture tu la démarres et tu vas à Carrefour, tu vois, y a rien de ouf. Bah, c'est exactement ça, c'est que ton cerveau et ton corps s'habituent à son environnement, que ce soit positif comme négatif, et donc forcément tout ce qui à la base était super beau, super bien,
tu t'y habitues et c'est pas que ça devient un cauchemar, mais juste ça devient absolument, comment dire, ça devient, c'est juste le décor quoi. Ça devient un petit peu inintéressant, comme si tu t'y portes plus d'attention quoi. J'ai plus le mot là sur la langue, mais ça ne devient plus digne d'attention. Tu t'en fous, tu t'en occupes même plus quoi. Donc ça m'a appris pas mal de choses. On peut faire le parallèle du coup avec plein de choses, comme je l'ai vu, comme je l'ai dit, que avoir un truc qui est superficiellement beau, que ce soit un bel appart, une belle copine ou plein de choses belles, c'est très bien, mais faut pas croire que ce que ça te fait ressentir la première fois, ça te fera ressentir la même chose au bout de 1000 fois, puisque tu vas t'y habituer, et dès que tu t'habitues aux choses, ça devient moins... même avec les plats, c'est pareil, hein, tu manges, je sais pas, tu manges des super pâtes carbonara délicieuses, tu vas kiffer, tu te mets à les manger tous les soirs pendant des années. Au bout d'un moment, tu vas te dire, ouais, bah, c'est le plat du jour, je m'en fous, tu vas le bouffer comme si c'était un verre d'eau, tu vas pas du tout le savourer. Donc la leçon que j'en ai tirée de ça, c'est qu'il ne faut tout simplement pas abuser des bonnes, belles, délicieuses choses, parce que sinon on gâche le plaisir qu'elles nous apportent. Donc se faire un bon repas au resto, bien sûr ça fait plaisir, mais pas si tu vas tous les soirs. Si tu y vas par contre une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines, voire une fois par mois, là bien sûr tu continueras à l'apprécier. Pareil pour les beaux paysages, pour toutes les choses dont on a parlé, il faut réussir à les raréfier pour continuer à les apprécier. Si ça devient quotidien, ça deviendra tout simplement banal. Bref, on pourrait faire une vidéo juste sur ce sujet. Troisième point, là c'est une anecdote qui est un peu moins, qui est pas très marrante du tout quoi. C'est au niveau de comment sont faites les routes là-bas, c'est assez chaotique. Déjà au niveau du moyen de locomotion, j'étais à scooter, alors que bon, j'avais jamais fait de scooter de ma vie, hein, j'ai dû apprendre etc. Sur le tas. J'avais quand même un casque évidemment, mais sinon pas de protection, tout ça. Évidemment, il n'y a pas de limite de vitesse ou quoi que ce soit, c'est à des routes et tout le monde se démerde, il n'y a pas de priorité, tu te débrouilles et basta, c'est tout. C'est un gros bordel, hein, on a dit ça au niveau des routes. Et il n'y a aussi pas de régulation au niveau de est-ce qu'une route va monter, à quel degré elle monte, à quel degré elle descend. C'est-à-dire qu'en France, tu verras jamais une route où elle est comme ça, elle est droite, et d'un coup elle monte comme ça, et ensuite elle descend comme ça. Tu vois, il y a toujours des régulations où évidemment il y a des routes avec des montées et des grosses descentes, mais ça va faire peut-être comme ça, grand maximum, mais jamais comme ça, tu vois. On n'est pas dans un skatepark en France. Sauf que là, sur l'île que j'étais, c'était assez montagneux parfois, et les routes, ils se font, je pense, le moins cher possible, donc si ça monte à fond, tant pis. Et il y avait vraiment certaines routes où le truc, ça faisait comme ça, presque, hein, en abusant à peine, des énormes montées, presque à pic, et des grosses descentes de fou. Ce qui fait tout simplement que quand il y a une grosse montée de malade, et que toi, t'arrives, t'es quelques centaines de mètres avant, évidemment, il faut que tu accélères à fond, pour avoir la vitesse pour pouvoir la monter. Parce que moi j'avais un petit scooter à 2 balles, hein, j'avais pas la puissance de me mettre devant la montée, d'accélérer et que ça porte mon poids tranquillement et que ça fasse toute la montée. Si j'avais pas un peu d'accélération pour lancer le truc, ça allait pas passer, donc il fallait que j'accélère à fond avant pour pas que le scooter s'arrête et que je me le prenne sur la gueule, tu vois. Donc évidemment, avant ce genre de grosse montée, on accélérait à fond pour pouvoir passer. Donc c'était à ce moment-là, sur une route pour aller à une plage magnifique. Non, pour rentrer d'une plage magnifique, j'accélère à fond sur mon scooter à, je sais pas moi, 70 km/h peut-être. Et là, alors que j'étais à balle à fond, t'as quoi? Vu que t'as aucune barrière, etc. sur les routes, hein, c'est limite comme des trottoirs dans la jungle, t'as un chien qui débarque d'une maison, un terrain, parce que évidemment les terrains n'ont pas non plus de bâtisse, hein, le jardin, il n'y a pas de barrière entre le jardin et la rue. Il y a un chien qui déboule, qui se met pile sur ma voie de la route. Et encore un point important, les routes, elles sont pas comme en France où il y a 6 mètres ou 5 mètres obligatoires. Les routes, elles font, je sais pas, j'ai plus le nombre en tête, mais elles font peut-être, je sais pas, 3, 4 mètres de long, elles sont bien plus étroites. Il y a un chien qui vient aboyer, se foutre pile devant ma trajectoire comme ça, en train d'aboyer, de gueuler, je sais pas du tout pourquoi. Et du coup, moi je vois ça comme ça, je fais oh putain merde. Premier réflexe, je me dis est-ce que je peux contourner par la droite pour juste l'éviter et voilà. Sauf qu'il y avait des gens qui passaient sur la voie à côté. D'ailleurs, il faut savoir qu'en Thaïlande, on roule à gauche. Donc moi, évidemment, je n'étais pas habitué. On était à gauche, hein, c'est inversé par rapport à la France. Et je regarde à droite, et non, il y avait des gens qui passaient à fond. Donc je ne pouvais pas passer, sinon j'allais me prendre un humain, et c'était encore pire. Donc je me dis, ok, je ne peux pas le contourner, parce que vraiment, la route était étroite. J'aurais peut-être pu réussir à l'esquiver, mais c'était vraiment très risqué, surtout vu mon niveau scooter. Et du coup, je me dis, ok, je peux pas l'esquiver, ça va être trop chaud. Si je continue, je rentre dedans. Donc,
je suis obligé de freiner, sinon il va y avoir un gros accident, j'ai pas envie de buter un chien, quoi. Donc bah, j'ai réfléchi en quelques centièmes de seconde, j'ai freiné à fond. Vu le temps qui me restait avant de me le prendre, j'ai dû freiner vraiment agressivement. Et du coup, j'ai freiné tellement fort que le scooter voilà, est parti. Ça, je me suis pété la gueule. Roulade avant, je me suis cogné sur le sol. Je fais une sorte de roulade et je me suis relevé. Donc là, j'ai eu entre guillemets de la chance, c'est que sur cette route, je savais qu'elle était casse-gueule, etc. Donc j'avais pris la précaution de mettre un jean et non pas de rester tranquille en maillot de bain ou en short. Donc heureusement, quand je suis tombé sur les genoux, j'avais un bon jean assez solide, Levi's là. Donc ça m'a un petit peu absorbé le choc, ça fait que ça m'a pas déchiré la peau des genoux. Après, j'en ai eu quand même eu sur les coudes et tout. Donc ça m'a surtout que le premier choc que je suis tombé, c'était sur les genoux. Donc il me semble, donc ça m'a bien sauvé entre guillemets. J'ai réussi à bien tomber, à avoir la bonne gestuelle et je me suis pas fait mal, je me suis rien cassé tout ça, juste des égratignures. Mais bon, c'était quand même une chute assez violente à assez haute vitesse et voilà, avec un peu moins de chance, j'aurais été une nénette pas du tout sportive ou un vieux mec de 60 ans, je pense que je me serais bien défoncé, ça aurait été possible quoi. Donc les routes, c'est le gros bordel et ça m'a fait réaliser qu'on avait quand même de la chance en France à avoir des routes bien entretenues, avec des régulations, même s'il y a toujours des accidents qui sont quand même bien plus sécuritaires par rapport à la Thaïlande. Quatrième anecdote, et ça je pense que c'est la plus hard, c'est au niveau du système de santé. Parce que voilà, j'ai passé un mois et demi en Thaïlande, tout se passait bien, j'étais en forme, je faisais du sport, nickel, parfait. Mais à un moment, j'en sais rien pourquoi, je sais pas du tout d'où c'est venu, je suis tombé malade. Mais malade, genre vraiment sévèrement, je crois que j'avais jamais été autant malade de ma vie. Hein. De toute ma vie, de mon existence, je crois que j'avais jamais été aussi mal physiquement de par une maladie. C'était vraiment comme une grippe, mais en hardcore, une grippe hardcore. Dans le sens où vraiment j'étais dans mon lit comme ça, j'étais tellement malade. Le moindre geste, genre je bougeais l'épaule, je bougeais la tête, le visage, je bougeais le poignet, la main, je me retournais dans mon lit, le moindre geste, ça me faisait vraiment une douleur où j'avais l'impression d'avoir un corps complètement engourdi et vraiment juste je me faisais comme ça sur le bras, ça faisait mal, je me retournais dans le lit, j'avais mal, vraiment j'étais une merde sur pattes, je pouvais plus rien faire, j'étais extrêmement faible, j'avais de la fièvre à fond, je pouvais plus rien faire, j'étais vraiment une loque quoi, une grippe hardcore. Évidemment, là-bas, niveau médecin, etc., c'est compliqué. Y a pas en Thaïlande même, c'est sûrement mieux. Mais moi, j'étais sur la petite île touristique, un peu paumée. Donc voilà, niveau médicaments, médecins, c'est pas vraiment comme en France. Donc, au début, je me suis dit, ah putain, c'est chaud, mais j'attends que ça passe. Et on verra dans 3 jours. Et le truc, c'est qu'au bout de 3 jours, ça allait pas mieux. Au bout de 4 jours, ça allait pas mieux. Au bout de 5 jours, ça allait pas mieux. Au bout de 6 jours, ça allait pas mieux. Et du coup, ma copine n'en pouvait plus, elle a fini par me convaincre vraiment d'aller à l'hôpital. Alors que moi, j'étais à fond, faut pas dépenser d'argent, donc je voulais pas y aller, tu vois. Quitte à la limite un peu me sacrifier ou je sais pas quoi. Donc j'ai fini par y aller et ça a été encore pire à l'hôpital puisque c'était une belle arnaque. Je vais te raconter ça. Je t'ai parlé au début de la vidéo que l'argent là-bas, que la vie coûtait pas cher, que tout était divisé par, je sais pas, par 10. Genre tu prends un resto, c'était 2 euros au lieu de 15 balles quoi. Enfin bref, tout est assez peu cher. Donc je me suis dit, bon, je vais aller à l'hôpital. Au lieu que ça me coûte, je sais pas combien ça coûte en France, hein, je suis rarement allé à l'hôpital. Mais c'est sûrement peut-être, je sais pas, peut-être quelques centaines d'euros pour passer une nuit, même si c'est remboursé bien sûr. Donc je me suis dit peut-être que ça va coûter quoi. Si je dois passer la nuit à l'hosto, ça coûtera quoi? Ça coûtera 70 euros ou j'en sais rien. Enfin bref, ça va peut-être pas me ruiner, donc pourquoi pas. Et donc j'y vais. Premièrement, ils veulent me faire des analyses ou je sais pas quoi. T'as un mec qui arrive avec une blouse en mode médecin chinois d'éther. Ils me font des petites analyses vite fait ou je sais pas quoi. Et tout ça, ça coûtait combien? Les petites analyses et tout, je crois que ça coûtait 16 euros. Donc je me dis, putain, on est dans un pays où ça coûte pas du tout cher, 16 euros, c'est pas donné, mais bon, allez, vas-y. Enfin, faut se mettre dans la tête qu'on est en Thaïlande, on n'est pas en France. Donc je fais des analyses et là, ils me disent quoi? Ils me disent, ouais, donc ok, vous avez de la fièvre, machin truc, va falloir, vaut mieux passer la nuit ici à l'hôpital, tout ça. Donc voilà, veuillez signer pour passer la nuit. Avec le prix, là, je regarde le prix. Je fais la conversion de baht à euros. Et c'était 1200 euros pour une nuit à l'hôpital. Un SMIC français. Donc 1200 euros. En fait, si on était en France, ça représenterait genre 6000 euros, 7000 euros, tu vois, pour une nuit où je suis dans un lit et on s'occupe un peu de moi, on voit si ça va bien. 7000 euros en convertissant. Donc je me suis dit, attends, déjà en France,
1200 € pour passer une nuit à l'hosto, c'est très très cher. On est en Thaïlande et c'est 1200 €, mais ils se foutent de ma gueule, ces enculés. En fait, ils savent très bien que c'est des touristes qui vont venir à l'hôpital, et parfois des Américains, des Anglais riches et tout, donc ils s'en battent les couilles. Ils disent, allez, ils vont être en mauvaise santé, ils vont être prêts à payer, donc pour eux, ça doit être extrêmement rentable. Ils se font une thune de fou pour ceux qui tombent là-dedans. Moi, je me suis dit, à aucun moment, je lâche 1200 balles pour me foutre dans un lit, alors que limite, c'est mon corps qui va guérir et ça me servait à rien d'être là. Donc j'ai refusé, je suis reparti en boitant du truc, j'ai repris mon scooter, encore plus de mauvaise humeur d'avoir failli me faire arnaquer, je suis rentré me refoutre au lit. Et au final, au bout de 7 jours ou 8 jours, ça a fini par passer petit à petit et j'ai fini par me sentir mieux, mais ça a été long. Et je crois que c'est... Je pense que ça a limite été une des pires semaines de ma vie, ou dans le sens où j'ai passé une semaine dans mon lit à ne rien faire, à être comme ça dans le lit, à regarder quelques vidéos, et encore des fois j'avais même pas la force de regarder la vidéo, de tenir le téléphone. Une semaine dans un lit à poireauter, à essayer de me remettre, et c'était vraiment dur. Je me rappelle, j'avais eu ma famille au téléphone à ce moment-là, et ils étaient un peu choqués de m'entendre la voix que je devais avoir, enfin bref. Et du coup à l'époque sur la chaîne, je vais remettre un peu ça. À l'époque, ça va plus se voir là, mais j'avais fait du coup une semaine de pause. J'avais pas mal de trucs de prévus à montrer en Thaïlande. Je voulais faire une vidéo sur la méditation près d'un temple. Je voulais montrer des coins stylés et faire une vidéo là-bas. Enfin, j'avais encore des envies, des choses à faire. Sauf que du coup, ça m'a bouffé une semaine. Donc là, pour le coup, j'ai pas du tout pu faire de vidéo. J'ai absolument rien fait niveau travail, business. Et donc finalement, ça m'avait vraiment un peu saoulé. Et toutes les dernières vidéos, tu peux voir que j'étais juste derrière un mur gris. Je me faisais pas chier parce que j'en pouvais plus et ça m'avait vraiment un peu dégoûté du truc, cette maladie. Et en plus de parler du coup de la maladie que j'ai pu choper, du coup je sais pas du tout ce que ça a pu être. Niveau animaux, c'était pas ouf non plus. Il y avait pas mal de serpents, moi je l'ai pas vu personnellement, mais je sais qu'il y en a beaucoup sur l'île. T'as des pythons, t'as des cobras, etc. Et moi, je te l'avoue, c'est vrai que j'ai un peu peur des serpents. C'est, je pense, le seul animal qui me vraiment, où j'ai une peur génétique. Et du coup, je m'étais un peu renseigné en mode, bon, est-ce que c'est pas juste moi qui me raconte des histoires, en mode, il y a des serpents, mais est-ce que finalement, c'est pas le petit animal qui te tue 50 personnes par an dans le monde, et au final, c'est de la grosse merde. Donc, je regarde sur Google, voilà, au final, combien de morts font les serpents par an. Et là, je vois le chiffre, et tu peux vérifier, je pense pas que ça a changé en 2 ans, 100 000 morts par an par les serpents. Je me dis, oula, attends, 100 000 ? Mais bordel de merde, mais en fait, ouais, je crois que j'ai raison d'avoir peur, c'est vraiment extrêmement dangereux. Alors évidemment, si tu regardes en France, il n'y en a pas beaucoup des morts, en France, il n'y en aura pas beaucoup, peut-être quelques dizaines par an, je sais pas. Mais tu prends l'Inde, un pays pauvre où il y a beaucoup de serpents venimeux, t'as 50 000 morts par an, c'est un truc de fou. La Thaïlande, c'est pas hyper loin de l'Inde, t'as des putains de serpents d'éther. Vu le système de santé commencer, j'avais pas trop confiance, donc je me suis dit, voilà, j'avais pas trop envie de m'aventurer dans la jungle, d'avoir un peu de malchance, de tomber sur un cobra et de crever, tu vois, à 19 ans. Donc, ouais, 19 ou 20 ans, je sais plus combien j'avais, 20 ans, il me semble. Donc ça aussi, c'est un point où c'était pas très désagréable. Aussi, des fois, j'allais me baigner du coup devant le bungalow dans la mer tranquille, et plus le temps passait, je sais pas du tout pourquoi, plus je voyais des méduses qui étaient autour de moi comme ça, genre je nageais et là je me retournais, il y avait une méduse à côté, je me disais oh putain mais c'est quoi ça? Et il faut savoir qu'il y a des méduses très dangereuses aussi en Thaïlande. Il y a l'année dernière où, au moment où j'étais venu, il y avait eu une mort par méduse dans la mer. Enfin, c'est quelque chose qui peut arriver, c'est, même si ça te tue pas, ça peut vraiment te blesser sévèrement, c'est dangereux. Donc t'es là, tu nages, tu vois des méduses, tu t'es obligé de faire gaffe, c'est super chiant, donc j'avais carrément arrêté de me baigner aussi. Et donc bref, voilà quoi, ça c'était pas super agréable à ce niveau-là, au niveau des routes, de la sécurité, des animaux venimeux, dangereux, du système de santé où je faisais pas du tout confiance, et au niveau de la météo, faut dire que j'avais pas eu énormément de chance. Enfin, de chance. En fait, on était parti, comme je l'ai dit, en novembre. C'est la saison de la mousson, donc des pluies, où au final, on a quand même eu du beau temps, bien sûr. On a eu aussi beaucoup de pluie, ou des journées où on pouvait rien faire parce qu'il pleuvait, etc. On restait enfermé dans le petit bungalow de 10 mètres carrés, ou peut-être 12 mètres carrés. Enfin bref, ça c'était pour les points un petit peu mes aventures, etc. Et je me rappelle la scène. Le premier jour où j'arrive en Thaïlande, on dort à l'hôtel, donc à Koh Samui, c'est l'île un peu plus grosse à côté. Je me lève le matin tranquille et tout, j'ouvre le rideau de la chambre d'hôtel, et là je vois quoi dehors, dans la cour de l'hôtel, je vois un putain d'iguane qui fait genre cette taille, pas le petit iguane ou les petits lézards qu'on a en France qui font cette taille et tout petit là, un gros truc comme ça, qui doit peser genre 20 kilos, et je le vois marcher comme ça dehors, je fais... Oula putain mais je suis où moi? Je suis à Jurassic Park ou c'est quoi ce truc? Donc ça m'avait pas mis direct en confiance. Voilà, moi j'aime vraiment pas les reptiles. Enfin bref, du coup pour conclure sur ce voyage, j'ai sûrement je pense oublié des choses là sur le coup,
mais je pense que je t'aurais dit un peu l'essentiel. C'était à la fois magnifique, dépaysant, mais sur les bords un peu cauchemardesques, je sais pas si c'est ça le mot, vu ce qui a pu m'arriver. J'essaierai de te mettre à l'écran là des images du peu que j'ai pris. Moi je suis quelqu'un qui prend très peu de photos dans la vie, même quand je fais des voyages, tout ça, je préfère vraiment vivre les choses. Et je prends vraiment des photos dans les rares occasions. Donc je te mettrai ces rares photos ou vidéos que j'ai pu prendre à côté de moi pour que tu aies quand même quelques images. Donc je t'ai parlé beaucoup des points négatifs, mais évidemment ça m'a pas mal enrichi de découvrir tout ça. C'est très dépaysant. Tu vois vraiment l'architecture, les routes, le paysage. C'est vraiment très différent de la France, de l'Europe. Hein. Donc à ce niveau-là, c'était assez inspirant. Je me rappelle encore des scènes où j'étais en scooter à rouler entre des montagnes et voir le ciel bleu, les montagnes vraiment en mode île paradisiaque. Je me croyais vraiment dans Far Cry 3, pour ceux qui ont joué à ce jeu il y a un moment. Et j'étais comme ça sur mon scooter. Évidemment, c'est aussi beaucoup de bons souvenirs que j'ai partagés donc, avec ma copine de l'époque. Donc vu que je suis plus du tout en contact avec elle maintenant, c'est vrai que ça fait un peu bizarre, ça a un peu, je pense, altéré le voyage. Hein. Tu partages un super voyage, après tu vois plus les personnes avec qui t'es parti, c'est quand même dommage, mais bref, c'est quand même des bons souvenirs, des trucs magnifiques que j'ai pu visiter, des plats délicieux que j'ai pu goûter aussi, des superbes expériences, beaucoup de sensations de liberté, où j'avais aussi emporté des livres que j'ai lus, que j'ai découverts là-bas, j'ai fait quelques rencontres, c'était quand même ça m'a beaucoup apporté, malgré les points négatifs, tu vois, j'en retire quand même quelque chose. Donc voilà, c'était un peu tout pour ces petites anecdotes de mon voyage en Thaïlande. Donc là, je sais qu'il y a eu toute la période du Covid. D'ailleurs, moi, j'ai eu de la chance de partir juste avant qu'il y ait le Covid, le confinement et tout. Je pense que ça peut apporter beaucoup de visiter ce genre de pays. Bon, c'était pas non plus la grosse aventure. Hein, j'étais dans un endroit très touristique, tout ça, mais je t'invite vraiment à le faire, surtout quand t'es jeune, de faire ce genre de petit voyage. Et surtout, l'avantage, c'est comme on l'a dit, la Thaïlande, c'est très peu cher. Tu vas pas te ruiner. Moi, pour du coup 2 mois là-bas, tout cumulé en comptant les billets d'avion, la bouffe, les hôtels, tout, j'avais payé environ 2000 €. Donc au final, 2000 €, je crois que c'est ça. Donc au final, ça représente 1000 € par mois. Donc j'ai dépensé en fait autant que quelqu'un qui vivrait en France de manière très pauvre, avec des putains d'hôtels et tout, tu vois. Donc ça va pas forcément te coûter beaucoup plus cher que de rester en France. Si t'as un peu d'économie, que tu veux faire un voyage pour t'inspirer, pour te recentrer sur toi, faire une introspection, et visiter, ça peut être un bon choix que ce soit la Thaïlande ou évidemment ailleurs. Après, la Thaïlande, l'avantage, comme on l'a dit, c'est que c'est très peu cher, il y a beaucoup de points positifs. Si tu veux faire ça aux États-Unis, en Australie ou quoi, ce sera forcément bien plus cher. Après, je pense qu'il y a d'autres pays aussi également peu chers où tu peux faire ce genre de choses. Mais l'Asie du Sud-Est, c'est quand même très répandu pour ça. Il y a beaucoup d'entrepreneurs du web qui vont là-bas, tout ça. Enfin bref, pour les impôts et le coût de la vie. Bref, je crois que c'était tout pour ce petit récit donc, de mon voyage. J'espère que ça aura pu t'intéresser, t'apprendre 2-3 trucs. Si t'aimes bien ce genre de vidéos, histoire, anecdotes assez intimes, encore une fois, tu peux me le dire en commentaire et j'en ferai davantage à l'avenir. Hein. Je le noterai pour mes prochaines expériences et peut-être mes prochains voyages, quand je reprendrai un petit peu de voyager de temps en temps. Si tu veux toujours me suivre et avoir plus de mon contenu, tu peux t'abonner à la liste email si ce n'est pas fait. Premier lien dans la description. Prénom, adresse email et tu recevras du contenu en plus tous les dimanches matins à 7h du matin, 2 vidéos par semaine sur la chaîne et cet email hebdomadaire, donc c'est un tiers du contenu. Si t'aimes bien ce que je raconte, ne rate pas ça, c'est gratuit, ce serait dommage de le rater et c'est libre, hein, tu peux te désinscrire à tout moment, des grosses promos sur les formations, etc. Et ça va être assez spécial cette semaine puisque je vais refaire une autre vidéo du coup qui sortira jeudi où ce sera normalement juste un peu de guitare pour te montrer un peu comment j'ai pu progresser, te faire une petite démonstration. Donc ça va être assez calme, j'espère que ça t'intéressera de voir ça, sinon il y aura d'autres vidéos qui parleront d'autres choses plus tard, mais voilà, je te ferai une vidéo où je vais te montrer quelques morceaux que j'ai pu apprendre en guitare depuis toutes ces années. Enfin bref, c'était tout pour cette vidéo, je te dis à très vite et à la prochaine. Ciao.